Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique. Donc, nous allons voir maintenant les mesures de la température. Alors, une première idée, c'est de se baser sur la dilatation thermique que nous venons de voir. C'est même très ancien parce que celle-ci est évidente. Elle se produit par une variation de volume qui est donc visible. Et donc, dès les premières tentatives, de mesure de la température, c'est la dilatation thermique qui fut utilisée. Elle est aussi assez pratique dans la mesure où on mesure facilement des variations de volume. On pourrait utiliser différentes substances, mais les gaz ne sont pas très pratiques. Sauf peut-être si on veut des grandes précisions. Mais sinon, ce n'est pas très pratique pour des thermomètres parce que le volume du gaz doit être important et surtout, il dépend de la pression. Il faut mesurer la pression. En général, on préfère faire l'inverse. On utilise les gaz dans des baromètres de précision et on mesure la température par ailleurs avec un autre système. Donc, on préfère en général se baser sur la dilatation des liquides et des solides. On utilise de préférence une substance dont le volume varie fortement avec la température. C'est évidemment plus pratique, plus précis. C'est-à-dire avec une substance avec un coefficient de dilatation thermique très élevé. C'est le cas, par exemple, du mercure et de l'alcool, que nous avions déjà évoqué. Le principe est donc le suivant. On a un réservoir, on va le refaire, plutôt sphérique, avec une paroi en verre. Voilà. On a donc un réservoir et un tube en verre, pour qu'il soit transparent, pour qu'on puisse voir à travers. Un réservoir suivi d'un tube assez fin, un capillaire, donc un tube très fin. Le liquide, mercure ou alcool, est placé dans le réservoir et le tube. Ici, c'est la paroi en verre. Dans cette portion-ci, on a fait le vide. Donc ici, il n'y a pas de liquide ni rien d'autre, c'est le vide. Et on a des graduations inscrites sur le tube qui permettent de lire le résultat. Le liquide utilisé, c'est souvent de l'alcool coloré en rouge. Le simple fait de le colorer en rouge, c'est simplement pour qu'il soit plus visible à travers le tube de verre. Sinon, l'alcool pur est incolore et on aurait du mal à le percevoir. Ou alors, on utilise du mercure, mais moins souvent, et en tout cas de moins en moins souvent, parce que le mercure a le défaut d'être toxique. Et lorsqu'un tube de thermomètre est cassé, le mercure s'en échappe et contamine l'environnement ou les personnes environnantes. Sous la dilatation thermique, le volume du liquide augmente et il va donc occuper plus de place, mais étant coincé dans un réservoir, il va se frayer un chemin par la seule voie disponible qui est le capillaire, dans lequel il y a du vide. Le capillaire étant très fin, même un petit delta V, même une petite variation de volume, implique pour ce volume, cette petite variation de volume, une grande longueur sur le capillaire. Et donc, une grande hauteur du liquide dans le tube. Il peut ainsi indiquer de petites variations de température, avec de grandes variations de hauteur. Typiquement, la précision d'un tel thermomètre est de l'ordre, ou mieux, de l'ordre de 1/10 de degré, 0,1 degré.
c'est à peu près la limite. Il y a plusieurs phénomènes qui perturbent le thermomètre. D'abord ici, le vide n'est jamais parfait. Non pas parce qu'on l'a mal fait, mais parce qu'il y a de la vapeur qui vient du liquide. Vapeur de mercure ou vapeur d'alcool. Cette vapeur se trouve à une pression, dite pression de vapeur saturante, qui dépend de la température, et qui va donc, par sa pression, influencer la hauteur du liquide. Mais cet effet est très faible. Les graduations, ici, sont placées directement pour tenir compte de cet effet, et sont indiquées directement en degrés. 20 degrés, 21 degrés, 22 degrés, etc. Ce qui permet une lecture directe de la température, ou des dixièmes de degré. Si le capillaire est particulièrement fin, alors le liquide a tendance à adhérer aux parois. Il colle aux parois. Lorsque la température monte, il n'y a pas de souci. Le liquide est dans le réservoir, il pousse, il se dilate, alors il a tendance à adhérer, mais la dilatation thermique est très forte, et donc pousse le liquide vers le haut. Par contre, quand la température baisse, le liquide a tendance à donc se contracter, à retourner dans le réservoir, mais comme il adhère aux parois, il va se former des creux et des bulles d'air, ou des bulles de gaz plutôt, des bulles d'alcool ou de mercure, et le liquide va avoir tendance à rester collé dans le capillaire. C'est le cas par exemple des thermomètres médicaux. Ceux-ci ont une variation dans le tube de seulement quelques degrés, calibrés autour de la température du corps, 37 degrés, et avec des graduations assez fines en dixièmes de degré. Pour atteindre cette précision, on utilise un capillaire très fin, et donc le liquide adhère dedans. C'est pourquoi, après usage, quand il s'est refroidi, on doit le secouer pour forcer le liquide à retomber dans le réservoir. Pratiquement tout le monde a déjà fait ce genre de choses avec un thermomètre. Alors, la précision reste limitée à 0,1 degré parce que justement, on ne peut pas rétrécir indéfiniment le capillaire. On ne peut pas utiliser un tube de plus en plus fin jusqu'à on pourrait imaginer des micromètres, un millionième de mètre de largeur, parce que les forces de capillarité, les forces d'adhésion à la paroi finiraient par devenir supérieures aux forces de dilatation. Et lors de la dilatation thermique, au lieu d'avoir le liquide qui monte, on aurait simplement le réservoir qui se dilate sous la contrainte. Le réservoir, d'ailleurs, en lui-même, qui est en verre, il se dilate aussi avec la température. Mais ce n'est pas grave, parce que le coefficient de dilatation thermique du verre est beaucoup plus faible que le coefficient de dilatation thermique de l'alcool ou du mercure. Donc, ça n'empêche pas le liquide de monter. Et on tient compte, bien sûr, de ces corrections dans les graduations. À l'inverse, d'ailleurs, il existe des alliages, comme un qui est appelé invar, pour invariant, dont le coefficient de dilatation thermique est très faible, très proche de zéro. Ils sont utilisés dans des dispositifs où les variations de température peuvent être notables, mais où l'invariance du volume ou de la taille d'une partie du dispositif est particulièrement cruciale pour le fonctionnement du dispositif ou pour sa précision. Donc là, c'est l'inverse d'un thermomètre, on veut éviter que ça change. Et donc, on utilise des matériaux comme celui-là. Alors, comme j'ai dit, avec les effets du réservoir, du gaz résiduel, de l'adhérence, on a des corrections, mais qui sont directement incluses dans les graduations
quand on conçoit, quand on fabrique le thermomètre, on choisit les graduations de façon à ce qu'elles indiquent la température précise compte tenu de ses effets parasites. Notons que dans certains cas, c'est un peu plus compliqué. Par exemple, si les pressions extérieures au thermomètre sont particulièrement grandes. Dans ce cas-là, ça peut influencer la mesure de température, parce que la pression peut devenir si grande qu'elle peut contracter le tube et son réservoir. Dans ce cas-là, si on a besoin d'une bonne précision, on doit tenir compte de ces effets. C'est le cas de mesures réalisées dans des réservoirs sous très haute pression. Il existe des dispositifs aussi plus simples que ce thermomètre, beaucoup plus simples et plus manipulables, plus petits, mais ils sont aussi moins précis. L'un de ces dispositifs, c'est le thermomètre à capsule. On a une simple capsule de gaz. Donc là, on utilise du gaz, dont le volume va varier avec la température. Et une des parois de la capsule est choisie de manière à être assez souple. Par exemple, un métal épais pour toutes les parois, sauf une avec une fine paroi métallique, qui va donc avoir tendance à se creuser ou à se bomber avec la pression du gaz, donc aussi avec sa température. On place alors un mécanisme purement mécanique relié à la capsule, un système mécanique, avec une aiguille qui va se déplacer en fonction de la dilatation thermique. L'aiguille va se déplacer sur une graduation qui est directement lisible sur un petit appareil qui indique alors la température. On ne rencontre pas beaucoup de ces thermomètres en capsule, ou en tout cas plus beaucoup. Une autre méthode assez simple n'utilise pas la dilatation thermique. Il existe bien d'autres phénomènes. Par exemple, il existe des substances chimiques dont la couleur change avec la température. Certains peuvent même être incolores, sauf dans une petite frange de température où ils prennent une couleur vive. On peut donc alors les utiliser pour construire des thermomètres qui indiquent la température avec des bandes colorées. J'en ai un chez moi d'ailleurs. C'est donc une bande avec des petites bandes qui contiennent différentes substances chimiques qui normalement sont noires ou translucides, le fond étant noir. Et celle-ci, par exemple, à 20 degrés, prend alors une couleur vive. Chaque bande, chaque substance est choisie pour indiquer une gamme de température et on voit directement la température en voyant la position de la bande colorée. C'est évidemment assez imprécis parce que cette variation se produit sur 3 à 4 degrés d'écart. Donc, on ne peut pas espérer une précision au dixième de degré avec un dispositif comme celui-là. Il existe aussi d'ailleurs des liquides qui ont une composition chimique telle qu'ils changent de couleur avec la température du corps. Le simple fait de le tenir dans la main va changer la couleur du liquide avec la température de 37 degrés du corps. On peut aussi avoir de tels dispositifs un peu plus fins pour mesurer la fièvre, par exemple. Mais ces dispositifs ne sont pas très précis. Un autre phénomène qui peut être ennuyant, c'est le coefficient de dilatation thermique de la substance. Celle-ci peut varier avec la température. En effet, on dit voilà, on a une valeur de la dilatation thermique, mais c'est mesuré à une température donnée, précise. Et ce coefficient peut être différent selon les températures à laquelle on mesure ce coefficient.
Par exemple, nous avons cité le cas de l'eau, qui se contracte entre 0 et 4 degrés, et puis au-dessus de 4 degrés, qui se dilate. Là, la variation est même assez extrême, puisque on passe d'une contraction à une dilatation. Ce genre de variation du coefficient de dilatation peut devenir non négligeable à des pressions élevées. Dans ce cas-là, pour des instruments adéquats, pour ces pressions élevées, on en tient compte dans les graduations. La graduation n'est alors plus du tout linéaire. Par exemple, sur le tube, on aura ici 1 cm pour 1 degré d'écart, alors que plus haut, on aura peut-être par exemple 8 mm pour 1 degré d'écart. Ça ne change rien, c'est pas à peine visible, mais même si on le voit, c'est pas grave. On voit les graduations, les températures, il n'y a plus qu'à dire. Voilà donc pour le principe de la thermométrie. Il y a encore d'autres phénomènes que nous verrons après. Et dans la prochaine vidéo, nous passerons aux échelles thermométriques, c'est-à-dire aux différents types de mesures de température, les Fahrenheit, les Celsius, etc. Je vous remercie.